Tiens, tu sais quoi? L'autre jour, à Halloween, il y a un gamin qui a frappé à ma porte. En costard-cravate, il n'aura jamais en quoi il était déguisé. Je sais pas, en Donald Trump? On type des impôts. Il m'a pris la moitié des bons becs sans dire merci. Bonjour à tous. Ah, il y avait un moment que je voulais m'intéresser aux nanars dans les sagas d'horreur. C'est vrai qu'entre Halloween, Amityville, Vendredi 13, etc., il y a de la matière. D'ailleurs, ça m'a donné une idée pour un épisode spécial, je vous en reparlerai plus tard. Pour l'heure, en cette fin d'octobre, ma chronique est toute trouvée, je vais vous parler d'un des opus de la saga Halloween. Halloween, la nuit des masques en français, sort sur les écrans en 1978 et inaugure un sous-genre du film d'horreur qui s'appelle le slasher. Les slashers, ce sont ces films où la plupart du temps des tueurs en série masqués s'en prennent à de pauvres gens à l'arme blanche. Il y a eu des précédents à ce type de film, notamment aux États-Unis avec des films comme Psychose ou Black Christmas, et surtout en Italie où le début des années 60 est marqué par la naissance du giallo, ces films typiquement reconnaissables à leur travail sur la lumière, à leur meurtre sanglant et à leur intrigue où l'identité du tueur est révélée à la fin. Parmi les représentants de ce courant italien, on peut citer des titres célèbres comme L'île de l'épouvante de Mario Bava, ou encore Les frissons de l'angoisse, Profondo Rosso en italien, de Dario Argento. Là-dessus, Halloween arrive et carton plein pour ce film à petit budget qui fera 70 millions de dollars de recettes dans le monde, avec une histoire où Michael Myers, un évadé d'asile psychiatrique, s'en prend à des babysitters pendant que son psychiatre, Sam Loomis, essaye de l'arrêter. La mode du slasher est lancée, et en plus de ses propres suites, Halloween verra naître d'autres films du même type, parfois aimés par la critique, parfois qualifiés d'ersatz. Notons Vendredi 13, qui connaîtra 10 suites et un remake, et qui popularisera la figure de Jason Voorhees, Les Griffes de la Nuit, qui connaîtra 6 suites et un remake, et qui rendra célèbre Freddy Krueger, ou encore Le Bal de l'horreur, qui connaîtra 3 suites discutables et un remake là aussi. On peut également citer d'autres célèbres exemples de films qui sont eux restés sans suite, comme Meurtre à la Saint-Valentin ou Maniac en 1980. Mais revenons à Halloween, qui connaît pour le moment 9 suites propres, un remake et sa suite, et un film très étrange qui n'a rien à voir avec l'histoire de Michael Myers. Alors essayons de mettre un petit peu d'ordre dans tout ce bazar. Quand je m'en sors un peu mieux en montage, c'est un trucage en incruste. Je vais faire un petit schéma qui définira pour vous un guide de visionnage de cette saga un poil compliquée. D'abord on a Halloween, premier film de la saga qui introduit le personnage de Laurie Strode, une jeune babysitter. Deuxième film, Halloween 2, où on apprend que Laurie Strode est la sœur de Michael Myers. Oh, c'est ballot, hein, c'est ballot. Au troisième film, ça se complique un peu. Halloween 3 n'a aucun rapport avec les films précédents. Plus de Michael Myers, plus de Laurie Strode, plus de Dr Loomis, plus rien. Attention. C'est l'histoire d'un gentil médecin qui découvre qu'une entreprise de fabrication de masques de Halloween est liée à un étrange sortilège qui vise à tuer des milliers d'enfants. Donc lui, paf, à part. Puis vient Halloween 4. On y apprend que Laurie Strode est morte et qu'elle a eu une petite fille, Jamie Lloyd, sur laquelle veille notre brave Dr Loomis. On garde une cohérence et donc le film s'intègre bien dans la chronologie principale. Idem avec Halloween 5 et 6, qui continuent de suivre l'histoire de Jamie Lloyd et du Dr Loomis qui fatigue visiblement de plus en plus. Puis vient Halloween H20, ou Halloween 20 ans après en VF, qui vient foutre le bazar dans tout ça. On y apprend que Laurie Strode est toujours vivante et qu'elle a refait sa vie sous une autre identité. Le hic, c'est que dans ce film, Jamie Lloyd n'a jamais existé, Laurie a maintenant un fils qui va lui aussi subir les assauts du tueur au masque blanc. On se retrouve donc face à une nouvelle continuité, où les événements de Halloween 4 à 6 n'ont jamais eu lieu, et où Halloween H20 fait directement suite à Halloween 2. Le film suivant, Halloween Résurrection, fait directement suite à Halloween H20, et montre un dernier affrontement entre Michael Myers et sa sœur. Pour compliquer encore un petit peu tout ça, sort quelques années plus tard un remake, qui n'a du coup rien à voir avec les films précédents, et qui repart à zéro avec de nouveaux acteurs pour incarner Laurie Strode et le Dr Loomis. Le film est un succès, et 2 ans plus tard sort une suite à ce remake, qui développe une histoire tout à fait originale, qui n'a là encore rien à voir avec les autres opus de la saga, hormis avec le remake. Tout le monde suit bien? Dernière complication en 2018, quand sort Halloween, où toutes les autres suites sont oubliées pour ne faire suite uniquement qu'au premier film.
Du coup, dans cette chronologie, on retrouve Laurie Strode 40 ans après sa première confrontation avec Michael Myers, avec la subtilité qu'elle n'est plus du tout la sœur du tueur, puisque c'est un élément qui avait été introduit en 1981 dans Halloween 2. Dans cette dernière continuité viendront s'ajouter Halloween Kills et Halloween Ends, qui vont sortir en 2020 et 2021. Nous voilà donc avec en tout 5 façons de regarder cette saga. Pour vous donner un jugement tout personnel, ma continuité préférée était la première, puisque j'aimais beaucoup la noirceur qui était prise de film en film, et l'idée qu'on puisse s'en prendre à une gamine de 10 ans plutôt qu'à une adulte à partir d'Halloween 4 était plutôt culottée. Puis la sortie du film de 2018 change un petit peu tout ça, et nous montre comment un traumatisme peut affecter une personne même 40 ans après. D'autant plus que ce film a une esthétique très proche du film original. Donc dans tout ça, notre petit Halloween 6 est un petit peu noyé, mais vous allez voir qu'il vaut quand même le coup d'œil. Dans ce film, on a 3 petits points négatifs à expédier vite fait. On a Danielle Harris qui est remplacée par Jessie Brandy dans le rôle de Jamie Lloyd, alors qu'elle a interprété brillamment son rôle dans les 2 précédents films. Jamie Lloyd d'ailleurs, qui est peu présente dans le film. Et enfin, la mort de John Strode, qui est très foutraque comparé aux autres morts du film. Alors détaillons un peu plus notre chronologie numéro 1 qu'on a évoquée tout à l'heure. Un soir de Halloween dans les années 60, Michael Myers a 6 ans quand il tue sa grande sœur Judith avec un couteau de cuisine. 15 ans plus tard, il s'échappe de l'asile psychiatrique où il était enfermé, talonné par le Dr Loomis qui essaye de le rattraper, persuadé qu'il est le mal incarné. Michael retourne à Haddonfield, sa ville natale, il tue des ados babysitters et s'acharne plus particulièrement à observer et poursuivre Laurie Strode, l'une d'entre elles, pendant une nuit d'Halloween. Il se trouve que Laurie Strode est en fait la sœur de Michael, qui était encore tout bébé lorsque Michael a été placé à l'asile. Le docteur Loomis, persuadé que Michael est le mal incarné, verra sa théorie confirmée quand il lui tirera dessus à 6 reprises sans arriver à le neutraliser. À la fin de cette nuit interminable, Laurie et le psychiatre arriveront à stopper Michael en le faisant brûler. Puis, il se passe une période de 10 ans, durant laquelle Laurie Strode trouve bêtement la mort dans un accident de voiture, et laisse inconsolable sa fille Jamie. Là-dessus, Michael sort de son coma de grand brûlé, il apprend l'existence de sa nièce, et repart à Haddonfield pour chasser cette pauvre gamine d'à peine 10 ans. Donc là, clairement, on sait qu'il a une dent contre sa famille, et le Dr Loomis repart lui aussi à Haddonfield pour protéger la petite fille. En parallèle, on remarque qu'un mystérieux homme en noir rôde, et que Michael Myers a un étrange symbole gravé à l'intérieur du poignet. Une fois de plus, Loomis parvient à le neutraliser, et il réussit à le faire enfermer en attendant qu'il soit transféré à l'asile qu'il n'aurait jamais dû quitter. Seulement voilà, notre homme en noir fait tout sauter, et il repart avec Michael et cette pauvre Jamie sous le bras. Voilà! Notre Halloween 6 prend place 6 ans après l'enlèvement de Jamie, et on découvre qu'elle et Michael Myers sont prisonniers d'une secte druidique. Jamie est enceinte jusqu'aux yeux, et elle accouche un 30 octobre, à l'approche d'un nouvel Halloween. C'est original. Elle parvient à s'échapper de la secte avec son bébé, poursuivi par Michael, et c'est reparti pour un tour. Alors, pourquoi il est bien ce film? Eh bien, premièrement parce qu'il va au bout des choses. Halloween 5 nous montrait un homme en noir et un étrange symbole, et le spectateur se demandait ce que ça venait foutre dans une histoire où un serial killer s'en prend à des pauvres gens qui décanillent en hurlant. Et ce film a le mérite de répondre au mystère. Cet homme en noir et Michael sont liés à une secte druidique avec la rune Thorn comme symbole. Il suffit d'un extrait pour nous expliquer pourquoi Michael s'acharne sur sa famille de film en film. Les runes sont les caractères d'un ancien alphabet. Leur origine remonte au 5e siècle avant Jésus-Christ. Tous ces symboles, gravés sur pierre ou sur bois, étaient utilisés au cours de rites païens pour présager l'avenir ou invoquer les esprits. Pour les druides, Thorn était un démon qui répandait des maladies atroces et provoquait la mort de centaines de milliers de personnes. Selon un recueil de légendes celtes, un enfant de chaque tribu était désigné pour subir la malédiction de Thorn et procéder au sacrifice de toute sa famille pendant la nuit du mal. Halloween. Le sacrifice d'une seule famille permettait de sauver la vie de tout le reste de la tribu. J'ai toujours été persuadé que Michael poursuivait un but, qu'il y avait une explication, qu'il ne s'agissait pas de violence gratuite. Les druides avaient une grande connaissance des mathématiques et de l'astronomie. En fait, le symbole de Thorn représente une constellation visible de temps en temps, la nuit d'Halloween. Lorsqu'elle apparaît, Myers apparaît. Coïncidence?
En plus de rendre crédible une saga qui avait l'air de s'étirer depuis 4 épisodes, cet argument donne au film une dimension fantastique qui consolide un peu plus la dimension surnaturelle qu'avait le personnage de Michael dès le premier film. Son psy nous disait qu'il était le mal incarné, mais est-ce que c'était suffisant pour nous faire gober que le tueur est un foutu de calanché? Bah voilà, maintenant on a la réponse. On sait que le petit gamin au visage d'ange est devenu une machine à tuer sous l'effet d'une malédiction. La saga s'est empêtrée dès le départ dans une histoire familiale un peu... Abracadabrantesque. Ça peut sembler simpliste, mais au moins c'est crédible, ça tient la route, et c'est imparable. En clair, ta gueule, c'est magique. En plus elle est bien cette histoire de secte maléfique. Elle donne une atmosphère un peu malsaine à l'ensemble du film. Enfin, un peu plus malsaine qu'à l'accoutumée, puisque chaque film met en scène des enfants aux prises avec le tueur. Ça s'explique parce qu'il y a un thème assez récurrent dans les films d'horreur, qui est celui de la perversion de l'innocence. Et le moyen le plus sûr d'y arriver, c'est de mettre un gosse dans l'histoire et de lui faire vivre des moments atroces. Si Jamie a beaucoup morflé à l'âge de 9 et 10 ans dans les 2 premiers films, elle est désormais adulte, et c'est au tour de son bébé de se faire pourchasser non seulement par Michael, mais également par la secte de Thorn. Et question innocence, je crois que c'est impossible de faire mieux qu'en la représentant sous les traits d'un bébé d'à peine quelques jours. Le point casting maintenant. Comme je l'ai déjà dit un peu plus tôt, Danielle Harris, une enfant actrice formidable dans le rôle de Jamie, ne remplit pas dans ce rôle qu'elle laisse à Jessie Brandy, restée inconnue en France mais qu'on a pu apercevoir le temps d'un épisode de série télé, comme Les Experts, Des Jours et des Vies ou Star Trek La Nouvelle Génération. Donald Pleasance revient pour la dernière fois dans le rôle du Dr Loomis. Non pas qu'il était lassé de ce rôle, mais le pauvre est mort peu de temps après la fin du tournage d'Halloween 6. Cet acteur s'est fait un nom entre autres dans le cinéma fantastique, mais on a pu également l'apercevoir dans le rôle culte de Blofeld dans le James Bond On ne vit que 2 fois, ou encore en président des États-Unis dans New York 1997. Mais l'acteur qu'on a le plus de plaisir à retrouver dans ce film, c'est Paul Rudd. Halloween 6 est l'un de ses tout premiers films, et après ça il s'est surtout tourné vers les films comiques sous l'impulsion de son rôle dans Friends. En 2015, sa carrière va prendre un nouveau tournant, et son visage deviendra extrêmement populaire sous les traits de Scott Lang, alias Ant-Man. Dans Halloween 6, il joue le personnage de Tommy Doyle, qu'on n'avait pas revu depuis le premier Halloween. Tommy Doyle était un des enfants que gardait Laurie Strode, et presque 20 ans plus tard, il a gardé les séquelles de l'attaque qu'il a vécue en 1978, ce qui rend ce personnage vraiment très intéressant. D'ailleurs, en plus de Tommy et du Dr Loomis, on a 2 autres personnages du premier film qui se rappellent à notre bon souvenir. D'abord le Dr Wynne, qui était directeur de l'asile où Michael était enfermé pendant son enfance, et Morgan Strode. Petit rectificatif, j'avais parlé de Morgan Strode, mais il s'agit en fait de John Strode, John étant un hommage à John Carpenter, le réalisateur du premier Halloween. D'ailleurs, en poursuivant l'anecdote, dans Halloween 6, John est marié à Debra Strode, Debra étant le prénom de Debra Hill, qui était la productrice du premier Halloween. Strode, le père adoptif de Laurie, devenu un immonde salopard qui maltraite sa famille à loisir. À sa sortie en 1995, le film a plutôt bien marché malgré une critique assassine. Vous vous trouvez drôle, hein? L'année suivante, sortira un film qui va à nouveau révolutionner le genre du cinéma d'horreur, Scream. Ce film d'horreur, génial mais aussi très calibré, va lancer une mode sur toute la fin des années 90 et les années 2000, le film d'horreur pour ados. Souvent copié-collé mais surtout très lisse, ces films d'horreur mettront en scène un sempiternel tueur en série qui s'en prendra à une sempiternelle bande de potes, dont une jolie jeune fille sera toujours la seule survivante. Parmi les exemples les plus connus de cette mode, on trouvera Souviens-toi l'été dernier ou encore la trilogie Urban Legend. La saga Halloween suivra cette mouvance avec Halloween H20 et Halloween Résurrection, mais s'en émancipera vite. Aujourd'hui, après la mode des films d'horreur pour ados et la mode des remakes, la saga a choisi de revenir aux sources avec le film de 2018, qui sert de suite mais également d'hommage appuyé, auquel le public a répondu massivement présent, et qui permettra à Laurie Strode d'affronter Michael Myers au moins jusqu'en 2021. Voilà pour cette chronique très dense qui a chamboulé un peu mon programme. Je devais sortir ma chronique sur le deal avant, mais les soucis techniques et le temps filant très vite, j'ai préféré inverser pour pouvoir sortir ma vidéo au bon moment et être dans le thème. La prochaine fois promis, je vais pas me moquer de vous. Et comme dirait Janet Leigh... Joyeux Halloween!